Est-ce que je ferais pas une petite intro YouTube en mode bonjour à toutes et à tous, salut YouTube. Qu'est-ce que je pourrais dire en vrai? Parce qu'une fois que j'ai dit bonjour à toutes et à tous et salut YouTube, ok Clément Viktorovitch, bah ouais, mais faut s'inspirer des meilleurs. Hein. Mais je sais pas quoi faire comme intro maintenant. Oh mon dieu, j'ai rien prévu. Je suis en improvisation totale. Vite, fais le sous-marin, tombe sur toi-même. J'ai cassé mon micro. Le mec en panique. Et bonjour YouTube, merci d'être là. Aujourd'hui, on va traiter de sujets plutôt intéressants, plutôt polémiques. Je vous demanderai évidemment de vous tenir correctement dans les commentaires. Et si jamais vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur Tipeee. Pour celles et ceux qui ont raté l'info, il y a eu l'Eurovision il y a quelques jours. Israël a participé et évidemment, cette participation a soulevé beaucoup de questions. Mais avant de parler de cette participation spécifique, je me suis dit que ce serait quand même peut-être pas mal de se poser une question que je viens de voir popper dans le chat. Pourquoi donc Israël participe à l'Eurovision, sachant que c'est pas en Europe? Il y a Euro dans l'Eurovision, donc on s'attend un peu à ce que ce soit des pays d'Europe. Et donc je me suis dit, je vais aller creuser un peu ça, j'ai envie de savoir. Et j'ai trouvé des trucs plutôt intéressants. En fait, il se trouve que l'Eurovision, ce n'est pas du tout organisé par une instance rattachée à l'UE ou à quelque chose qui soit techniquement vraiment lié à l'Union européenne comme entité politique. C'est organisé par un truc qui s'appelle l'Union européenne de radio-télévision, donc l'UER. L'UER, c'est une organisation internationale qui a été créée en 1950 et qui regroupe les radiodiffuseurs de plusieurs pays qui dépassent largement donc les structures habituelles de l'Europe. Je vous ai trouvé une petite carte. Vous allez voir que quand on regarde la carte, on se rend compte que finalement, Israël, c'est pas le truc le plus étonnant en termes de présence comparé à d'autres. Donc vous voyez sur cette carte, qui est donc une carte des pays où on a la radiodiffusion faite par l'Union européenne de radio-télévision, donc l'UER, on voit que en bleu, on a plein de pays qui ne sont pas des pays de l'Union européenne, donc je le redis, le Maroc, l'Algérie, la Turquie, la Tunisie, le Liban et l'Égypte, qui sont donc tous dans l'UER. Et parmi ces pays, on a donc aussi Israël, qui est en fait membre de l'UER depuis 1957. Donc, techniquement, si vous suivez, tous les pays membres de l'UER sont éligibles à l'Eurovision s'ils en ont envie. Le Maroc, par exemple, a participé une fois à l'Eurovision en 1980, la Turquie a participé 34 fois, et Israël participe depuis 1973, à part, je crois, 4 fois où ils n'ont pas participé pour différentes raisons, et ils ont même d'ailleurs gagné 4 fois, et ils ont organisé le concours en 2019 à Tel Aviv. Au final, quand on regarde l'histoire du système de l'Eurovision, finalement, la participation d'Israël, elle n'est pas si surprenante, c'est pas si choquant, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça participe d'une certaine logique. Et à vrai dire, la participation la plus bizarre, j'en vois beaucoup qui en parlent dans le chat, c'est pas du tout Israël, c'est l'Australie. L'Australie a fait la compète 9 fois à partir de 2015 sur une invitation exceptienne, car elle n'était en fait pas, elle, du tout membre de l'UER. Hein. On peut étirer l'UE autant qu'on veut, on n'arrivera jamais en Australie. En fait, simplement parce que l'Eurovision, pour une raison qui m'échappe totalement, est super populaire en Australie. Et pour fêter en fait le fait que l'Eurovision est internationale, qu'elle est suivie dans plein de pays, etc., ils ont invité l'Australie, ça s'est bien passé, et donc ils ont fait participer l'Australie 9 fois d'affilée. C'est juste pour vous dire que le premier argument moi, que j'ai vu par rapport à la participation ou non d'Israël, qui était « Ah, mais Israël, c'est pas en Europe », en fait, cet argument, il ne fonctionne pas si on prend en compte la logique même de fonctionnement de l'Eurovision. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'ils peuvent participer, qu'ils doivent participer? Est-ce que cette participation, elle est légitime d'un point de vue moral? Et ça, c'est une autre question qui est beaucoup plus épineuse. Hein. L'Eurovision, c'est pas juste un concours de musique où en fait les artistes participent en tant que personne. C'est un concours où chacun participe en tant que représentant d'une nation et ils sont l'incarnation de la nation pour laquelle ils chantent. Et évidemment, ça pose de graves questions et de grandes questions politiques. Parce que quand on invite certains pays,
En fait, la personne qui vient chanter, elle ne fait pas que chanter pour elle-même, elle vient aussi porter une forme de soft power politique pour le pays en question. Et la question, elle se pose particulièrement cette année par rapport à Israël. Est-ce que quand on invite Israël, on n'est pas en train de favoriser une mise en scène politique? Est-ce qu'on n'est pas en train de favoriser un instrument du soft power israélien qui va servir à justifier un narratif politique qui, par exemple, viendrait contrer le discours d'instances internationales qui sont aujourd'hui en train de dénoncer un génocide commis par Israël à Gaza? En instance internationale, je parle évidemment de l'ONU, je parle de Human Rights Watch, je parle de Amnesty International, etc., etc. On n'est quand même pas sur n'importe qui. Donc, quand on fait participer Israël, on peut se demander, est-ce que ce qui est en train de se mettre en scène, c'est pas un narratif politique qui vient se mettre en faux par rapport à des discours portés aujourd'hui sur des instances internationales qui sont en train d'essayer de faire reconnaître un génocide qui est de plus en plus documenté et dont on sait à quel point c'est un drame terrible qui est en train de survenir. Et la réponse, évidemment, c'est oui, quoi. Évidemment que la participation d'Israël est profondément politique. On sait, en réalité, que cette participation, elle a un sens et qu'elle est profondément problématique d'un point de vue international. Et c'est quelque chose, au fond, qui est extrêmement connu. On sait bien, et depuis très longtemps, que la participation à de grands événements internationaux, que la victoire à de grands événements internationaux, eh bien, ça peut servir des États problématiques. Je vais citer un exemple récent là, que j'avais vu et que j'avais en tête là, et qui m'est revenu en pensant à Israël. C'est en 2022, le All England Club qui a banni la Russie de Wimbledon. Et quand ils les ont bannis, ils ont fait un petit message explicatif que je trouve assez éloquent. Ils ont écrit: il est de notre responsabilité de prendre part aux efforts généralisés pour limiter l'influence mondiale de la Russie par les moyens les plus fermes possibles. Il serait inacceptable que le régime russe tire quelque bénéfice que ce soit de la participation des joueurs russes ou biélorusses au championnat. C'est intéressant cet exemple parce qu'on voit que dans le discours du All England Club, en bannissant la Russie de Wimbledon, ils ont en tête que tout le monde comprend qu'un État qui participe à un événement international en gagne un bénéfice en termes d'influence. Et que cette influence, elle est d'autant plus forte si on est dans un événement où le participant vient en tant que représentant de sa nation. Tu arrives en tant que représentant de la Russie à un événement, tu gagnes, c'est pas juste un sportif qui gagne, c'est la nation russe qui gagne, et avec elle un discours politique, les personnes qui sont à la tête de l'État, etc., etc. Et soyons honnêtes, à l'échelle des États, à l'échelle des instances internationales, etc., et tout, c'est quelque chose qui est connu et compris depuis longtemps. On a banni et on a exclu de grandes compétitions internationales dans le monde du sport, par exemple, des pays qui ont considéré comme problématiques pendant vraiment des décennies et des décennies. Par exemple, dans le cadre de l'opposition à l'apartheid, l'Afrique du Sud a été bannie des JO, de la FIFA, de la Coupe du monde de rugby, etc., etc. Si on regarde toute l'histoire des JO, d'ailleurs, il y a eu des boycotts quasiment depuis le début des JO modernes. En 1956, par exemple, avec la crise du canal de Suez, on avait exclu plusieurs pays. En 1980 et en 84, les Américains puis le bloc de l'Est ont décidé de se boycotter mutuellement dans un climat lié à la guerre froide et à l'invasion de l'Afghanistan. Et ça continue comme ça jusqu'au boycott de la Russie par le CIO en 2024. Tout ça pour dire que collectivement, en fait, clairement, on comprend que la participation, le retrait d'une nation d'une compétition internationale, c'est un acte politique fort et c'est un acte politique qui a du sens. Et si on revient à l'Eurovision, eh ben, il se trouve que l'UER, qui organise l'Eurovision, en est tout à fait consciente, puisqu'elle a décidé en 2022 d'exclure la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Et ils ont fait un communiqué, et dans le communiqué, ils ont expliqué, je cite, « Dans le contexte de la crise sans précédent qui se déroule aujourd'hui en Ukraine, l'on pouvait craindre qu'une participation russe cette année ne jette le discrédit sur le concours. » Donc vous voyez que dans ce genre de discours, nettement, l'UER, qui organise l'Eurovision, reconnaît qu'une participation à l'Eurovision n'est pas juste une participation artistique apolitique. C'est la participation d'un pays qui exerce une influence au travers du concours à l'échelle internationale et qu'on ne peut pas laisser
participer, n'importe quel pays qui puisse avoir des comportements problématiques à l'échelle internationale, parce qu'on ne veut pas servir de porte-voix à ces comportements. S'ils sont capables de le faire pour les Russes, pourquoi ne sont-ils pas capables de le faire pour Israël? Est-ce qu'Israël se comporterait différemment? Est-ce qu'Israël serait un pays qui, extraordinairement, n'utiliserait pas la plateforme Eurovision pour défendre une vision ou un discours politique? Eh ben, on va regarder, on va analyser la participation d'Israël cette année et la participation aussi de l'année précédente. En gros, les deux participations depuis le 7 octobre, parce que vous allez voir qu'elles sont loin d'être innocentes. Donc c'est une vidéo qui revient sur la participation d'Israël à l'Eurovision 2024 et qui souligne, vous allez voir, pas mal de choses problématiques concernant justement des discours politiques qu'Israël aurait tenté de faire passer par sa participation, des messages politiques qu'Israël aurait tenté de faire passer par sa participation, et notamment par la chanson défendue par la candidate d'Israël cette année-là. C'est la chanson qui fait polémique à l'Eurovision, Hurricane, Ouragan, interprétée par l'artiste israélienne Eden Golan. Cette chanson fait polémique parce qu'elle a d'abord été retouchée 2 fois à la demande des organisateurs de l'Eurovision qui ont estimé qu'elle faisait trop explicitement référence à l'attaque du 7 octobre par le Hamas. Le titre original s'appelait October Rain, pluie d'octobre. Il s'appelle désormais Hurricane, Ouragan. Plusieurs artistes avaient appelé à boycotter la participation d'Israël cette année. L'Eurovision est restée droite dans ses bottes. Eden Golan participera donc, mais sur place la tension est palpable. Des manifestations pro-Palestine sont attendues toute la semaine et notamment le jour de la finale. Reste à savoir si le soir de la finale, le slogan de l'Eurovision qui est tous unis par la musique va vraiment s'appliquer, notamment au moment de l'attribution des points. Donc ce sera très intéressant de regarder à quel point le conflit s'invite ou pas dans l'arène, puisqu'il est notamment interdit de porter un quelconque drapeau palestinien. Reste à savoir si la règle sera respectée. Vous voyez qu'on n'est pas sur une participation, on n'est pas sur la participation la plus neutre du monde. On a en fait Israël qui débarque en utilisant clairement l'Eurovision comme une plateforme pour tenir un discours de légitimation de son action militaire. Ils arrivent avec une chanson qui s'appelle tout simplement Pluie d'octobre, qui joue à 100% sur une espèce de victimisation avec un narratif autour du 7 octobre. Pas évidemment qu'il ne se soit rien passé de grave lors des attaques du 7 octobre, bien sûr, mais depuis, il y a tout simplement un génocide en cours à Gaza. Et en fait, en ne racontant qu'une seule partie de l'histoire, ça revient en fait à nier la seconde et voire à légitimer l'action militaire qui est aujourd'hui en train de faire mourir des civils et des milliers de personnes à Gaza. Et malheureusement, ce qu'ils ont fait en 2024, ils ont tout simplement décidé de le refaire en 2025. Cette année, c'est rebelote. À nouveau, Israël joue avec un narratif autour du 7 octobre, mais cette fois, qui n'est pas lié à ce qui est dit dans la chanson, mais au choix de la participante. En fait, la participante cette année, qui représente Israël, c'est Yuval Raphael, désolé si je le prononce mal, qui est donc une chanteuse israélienne et qui est aussi une survivante du massacre du festival de Nova, qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Alors, pour celles et ceux qui ont oubliés ou qui n'ont pas entendu parler du festival de Nova, c'était un festival de musique où 364 civils ont été assassinés par le Hamas et où d'autres ont été enlevés pour devenir otages. Yuval Raphael, elle participait au festival quand l'attaque du Hamas a commencé. Elle a réussi à s'enfuir et à aller se cacher dans un abri avec d'autres jeunes. Les militaires du Hamas les ont encerclés et ont jeté des grenades à l'intérieur de l'abri, ce qui a tué presque tout le monde, raison pour laquelle ces abris ont d'ailleurs depuis été surnommés les refuges de la mort. Yuval Raphael, elle a été blessée par un éclat de grenade, mais elle a survécu et elle a réussi à échapper aux soldats qui venaient récupérer les survivants pour en faire des otages en se cachant sous des corps pendant 8 heures. Donc, Yuval Raphael, on va être très clair, c'est une civile qui a été victime de la guerre, c'est une civile qui a vécu l'horreur, ça c'est absolument incontestable. Le problème, c'est que à l'Eurovision, elle ne participe pas en tant que Yuval Raphael, elle participe à un concours de musique où non seulement elle incarne Israël, mais où son statut de victime est instrumentalisé pour servir un narratif politique victimaire qui réduit Israël à une nation attaquée, finalement victime, qui ne serait pas actuellement l'autrice d'un génocide, selon des instances internationales comme les Nations Unies, Amnesty International, Médecins Sans Frontières ou Human Rights Watch. Donc, d'un point de vue vraiment
morale, sa participation, elle pose vraiment question. Parce que, bien sûr, cette personne est une victime et on ne veut pas lui interdire le droit de chanter. Mais d'un autre côté, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, sa participation est instrumentalisée. Elle est utilisée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou comme un soft power pour raconter un narratif à l'échelle internationale, celui d'un pays qui n'est que victime et qui n'est pas aussi bourreau actuellement d'exactions militaires terribles et qui sont dénoncées à tous les niveaux par les instances internationales. C'est pas Yuval Raphaël le problème. Le problème, c'est que Israël, en tant que tel, aujourd'hui, au vu des informations disponibles sur le génocide en cours et tout, aurait dû être banni de l'Eurovision, comme on l'a fait pour la Russie en 2022, après l'invasion de l'Ukraine. Surtout que le seul argument positif qu'on aurait pu dire à la participation d'Israël, c'est de dire mais ce genre de grands événements, c'est des événements qui vont favoriser un dialogue de paix où différents pays peuvent se croiser, qui ne se croiseraient jamais autrement. C'est souvent ce qu'on utilise comme argument pour les JO, pour expliquer la participation de pays problématiques. Mais à l'Eurovision, Israël participe seul. La Palestine ne participe pas, donc il n'y a pas de dialogue qui se met en place. C'est juste, en fait, un moment politique où un seul pays peut mettre en scène son discours et où, du coup, tout, finalement, ne devient qu'un espèce de décorum à un discours de légitimation de la violence. Et donc, pour moi, c'est pas acceptable. Je pense que je suis un peu d'accord avec Kent Lassamar qui dit faut rester cohérent, en fait. Tu ne peux pas expulser un pays et pas l'autre. Faut être juste envers tous les pays. C'est ça, moi, que je trouve. C'est si tu débarques avec un discours en mode la Russie n'est pas légitime en raison de ses actions sur la scène internationale, à un moment donné, tu peux pas dire Israël est légitime et faire comme s'il n'y avait pas instrumentalisation par Israël de ce qui se passe lors de l'Eurovision. Et tu peux pas faire comme si, symboliquement, la participation et le choix de cette chanteuse-là dans le climat actuel, dans le fait que le conflit est aujourd'hui toujours en cours et qu'on nous décrit un génocide en cours, que sa participation allait pas jouer sur l'opinion publique et inciter une certaine représentation de la réalité, à savoir celle défendue par le gouvernement israélien, qui est de dire il n'y a pas de génocide, nous sommes des victimes et nous ne faisons qu'agir dans notre bon droit pour nous protéger. Regardez, d'ailleurs, cette personne a subi l'enfer. Elle a subi l'enfer. Ça, c'est une réalité, 100% vrai. Mais à un moment donné, je pense, et c'est vraiment très très important, je pense qu'il y a justement de la part des organisateurs de ces grands événements internationaux une hauteur à prendre. Et cette hauteur, ça revient en fait à dire nous, on met un stop là parce qu'on ne veut pas servir de porte-voix à des discours de légitimation qui ne sont pas acceptables, quoi. Je voulais juste finir sur un dernier point. En fait, je voulais parler de cette question de la participation de personnes qui viennent de pays problématiques. J'aimerais bien terminer sur cette idée que je pense qu'on peut pas systématiquement non plus bannir des gens qui viennent de pays problématiques des événements internationaux parce que parfois leur participation, elle peut être très utile. Par exemple, concernant la Russie, on a vu Andrei Rublev, qui est top 10 mondial au tennis, qui a pris la parole contre la guerre menée par la Russie. Il avait notamment écrit « No War » sur l'objectif d'une caméra après un match. C'est un exemple comme ça, mais je trouve que c'est important parce que ça permet de faire exister dans l'espace médiatique international un contre-discours à la propagande d'un État comme l'État russe. Donc, pour moi, il y a un sens quand même à continuer à maintenir dans certains événements internationaux des pays qui peuvent être considérés comme des pays criminels à plein d'égards, en se disant oui, peut-être que ça va permettre déjà de faire se croiser des blocs qui s'opposent et de recréer un sens d'une espèce d'humanité internationale au-delà des frontières. Donc pourquoi pas, mais ça ne peut marcher évidemment que si tous les pays sont représentés. Donc pour l'Eurovision, le fait que la Palestine n'existe pas dans le concours, au sens qu'on n'a même pas le droit de montrer un drapeau palestinien, pour moi ça pose problème, ça montre qu'on n'a qu'un seul narratif, donc finalement qu'on laisse dominer une vision des choses. Et à ça s'ajoute en fait que on peut faire exister un contre-discours à la propagande d'État à la condition que les personnes qui viennent, elles aient une forme d'indépendance. Mais à l'Eurovision, les conditions, en fait, elles n'étaient pas du tout réunies, ni en 2024, ni en 2025. On voit qu'on est plutôt sur un coup de communication internationale très fort, qui est quand même backé par le gouvernement israélien. En 2024, ça s'était vraiment vu. On avait même des messages de Netanyahou et tout, en soutien à la candidate et tout. Et donc, ça finit par devenir le coup de com' d'un État accusé de génocide. C'est pas acceptable. Donc, pour
pour moi, je pense qu'il faut en prendre acte et il faut vraiment fermement s'opposer autant qu'on le pourra l'année prochaine à une autre participation potentielle d'Israël parce que aujourd'hui, ce qu'on a, c'est une mise en scène d'un État dangereux, d'un État violent et d'un État meurtrier qui utilise l'Eurovision comme un porte-voix et c'est pas acceptable. Voilà, j'espère que ça résume un peu l'affaire. J'ai peut-être pas forcément raison, mais je pense que c'est un sujet quand même à prendre très au sérieux et que c'est quand même assez grave. Franchement, je trouve qu'avec le recul, c'est quand même assez grave.